Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux avec Chantal de venir vous parler d'un thème qui nous est cher, vivre la fin de vie chez soi. Alors vous voyez d'emblée, on a un petit peu modifié le titre originel qui était sur votre programme. On a rajouté dans la mesure du possible. Et vous comprendrez un peu plus loin dans nos propos le petit bémol qu'on rajoute. Je commencerai juste mon propos par juste un petit aparté. Si vous restez un peu plus loin dans l'après-midi, les Hospices de Beaune vont animer tout à l'heure une autre conférence sur un tout autre thème intitulé Vin et santé. Sans doute parce qu'il est difficile d'évoquer le nom des hospices sans le rattacher au vin que l'on produit. Et pourtant, je voulais justement faire un lien un instant en vous disant que ces thématiques sont finalement liées, parce que vous savez que dans l'histoire des hospices, bien avant d'être propriétaires et exploitants d'un domaine célèbre dans le monde entier, les Hospices de Beaune ont assuré à leur fondation en 1443 et dans les siècles qu'on suivit cette mission d'accueillir les plus vulnérables et les plus démunis. Et pour nous, notre hôtel-lieu, eh bien, s'il en est un lieu précurseur dans l'exercice des soins palliatifs, et ça, on en est très fiers. Revenons en 2019. Nous souhaitons vous livrer ici la photographie de ce que nous tentons de mettre en place, jour après jour, depuis ces 5 dernières années, sur notre territoire Sud-Côte d'Or. Et auparavant, avant de rentrer dans le détail, je vais vous donner juste des éléments un peu contextuels sur la réalité de la fin de vie à domicile, mais à l'échelle de la France. On est d'abord en France l'un des pays d'Europe dans lequel on meurt le moins souvent chez soi, alors que les souhaits des Français, de nos concitoyens, sont tout autres. Plus de 80% des Français souhaiteraient finir les derniers instants de leur vie chez eux, et en fait, il y en a seulement 30% qui vont décéder à domicile. C'est une tendance qui est à peu près stable depuis ces 30 dernières années, alors que le domicile était encore, jusque dans les années 50, le lieu principal où on mourait. Si on veut être plus précis, je dirais que la préoccupation en fait, de nos concitoyens, c'est davantage une volonté de rester chez soi le plus longtemps possible que d'y décéder à tout prix. D'où le petit bémol sur le titre de l'intervention. Et pour ma part, parce que j'en mesure chaque jour les bénéfices sur le terrain, avec toute mon équipe, avec tous les acteurs, l'ensemble des acteurs en soins palliatifs, nous défendons vraiment l'idée d'un fort développement des soins de l'offre palliative à domicile. Nous parvenons même, du coup, c'est au prix d'efforts permanents tous les jours, grâce à cette très forte implication de tous, à inverser finalement la tendance. Et sur notre territoire, on a à peu près, dans les patients qui sont suivis entre l'équipe mobile de soins palliatifs et l'HAD en commun, eh bien, il y a 75% des patients qui vont décéder. 75% des décès se font bien à domicile. Alors c'est vrai que on a une direction qui nous suit, qui essaye de mettre les moyens derrière. On a besoin que l'ARS nous suive. Et la nouvelle loi santé va sans doute nous aider un petit peu plus, parce qu'on parle beaucoup du domicile dans la nouvelle loi santé. Mais il faut vraiment que les moyens sur le terrain soient réellement augmentés et que les budgets qui vont avec aillent dans le même sens. Ça, c'est essentiel. Alors pourquoi défendre cette idée de la fin de vie chez soi ? Parce que, vous l'avez compris, le domicile, c'est vraiment cet espace, c'est l'attente majoritaire des Français, d'abord, on vous l'a dit juste avant, et le domicile, c'est cet espace connu qui offre l'espoir de pouvoir maîtriser sa fin de vie, entouré de ses proches, sans peut-être la contrainte des règlements des structures hospitalières. Ensuite, parce qu'il faut voir la réalité en face, il va falloir accompagner le système de santé dans les années à venir avec le vieillissement de la population et avec du coup l'accueil d'un nombre croissant de situations de fin de vie auxquelles on devra faire face. Et les projections de l'INSEE sont sans appel. En 2060, on s'attend bien à 770 000 décès par an en France, alors qu'on en a 550 000 à peu près. Donc c'est 50% en plus. Comment on va faire ?
En plus, ces situations de fin de vie vont devenir de plus en plus complexes avec le vieillissement de la population, l'effet conjugué, combiné des pathologies, des maladies chroniques, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, etc. Et puis, toutes ces maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maladie de Charcot, qui l'on rencontre au quotidien et qui seront là encore plus nombreuses. Enfin, défendre la fin de vie chez soi, c'est aussi garantir une meilleure effectivité du droit d'accès tout simplement aux soins palliatifs, qui est un droit positif, qui est prévu dans la loi depuis 1999. Donc voilà, c'est écrit dans la loi, on a un droit d'accès aux soins palliatifs où qu'on soit à l'hôpital, mais qu'on soit aussi à domicile. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi reconnaître ce principe éthique fort, qui est celui de l'autonomie tout simplement de la personne malade, qui est apte à faire des choix et à dire je souhaite, je voudrais, j'aimerais, et à les respecter. Alors, la période de la fin de vie, c'est quoi finalement, c'est pas qu'on n'est pas tous d'accord, mais trop souvent, le concept de la fin de vie, on semble le réserver qu'au moment ultime, peu avant la phase agonique, au moment où il y a, en l'absence évidente de toute perspective de guérison, mais pour d'autres personnes, ça va être la dernière année de vie. On comprend qu'il existe des attentes différentes selon qu'on se place à l'échelle d'une année de vie ou qu'on se trouve projeté, au contraire, dans des enjeux de dernière semaine avant la mort ou encore plus, enjeux qui ne sont pas les mêmes quand on est vraiment dans la phase ultime agonique. Nous, sur le terrain, on vise l'approche d'un temps long autour de la dernière année de vie parce qu'il y a besoin d'avoir une démarche d'accompagnement et d'anticipation et qui va dépasser seulement les soins, qui va dépasser largement les soins ultimes. Accompagner la fin de vie, c'est vraiment avoir le souci de la qualité du temps qu'il reste à vivre et du respect du choix de la personne. En parallèle, c'est vrai qu'on remarque qu'il existe une transformation profonde du modèle classique d'organisation de la prise en charge des patients qui était, comme on dit, hospitalo-centré, centré sur l'hôpital, avec une médecine ultra spécialisée. À l'inverse, en ville, une médecine libérale très individuelle finalement, et on part beaucoup plus vers un modèle ambulatoire. On parle de virage ambulatoire dans les mots des politiques. Un modèle ambulatoire coordonné, fondé sur la proximité, le premier recours et la pluridisciplinarité. Ça, c'est essentiel pour nous. Parce que dans ce modèle, on adopte bien la perspective de la personne malade et celle de sa trajectoire de vie et celle de son parcours jusqu'au bout. Et ça va bien dans la conception du coup de la prise en charge palliative qui se veut être une approche holistique, c'est-à-dire centrée vraiment sur la personne dans sa globalité. Alors, un peu plus dans le détail maintenant, pour parvenir à vivre sa fin de vie chez soi, on va voir les conditions à réunir. L'élément le plus important, c'est sans doute l'implication des proches. Parce que sans un entourage présent, solide, il est difficile, voire illusoire, d'envisager une fin de vie à domicile, tout en gardant à l'esprit qu'il n'y a pas de situation idéale, même une situation qui pourrait l'apparaître initialement. Parfois, on parle de c'est un vrai marathon, de vivre de longs mois en accompagnant une personne malade, et il existera toujours ce grand risque d'épuisement. Et parce que l'épuisement, c'est une cause majeure de l'échec, finalement, de la possibilité d'une fin de vie à domicile, il va falloir mobiliser autour des entourages des ressources pour tenir le coup, des ressources personnelles autour des aidants, parce que comment pouvoir prendre bien soin de l'autre si on ne prend pas bien soin de soi? C'est une question délicate, mais il est capital de l'aborder le plus en amont possible. Tout en sachant qu'il faudra également pouvoir être dans la possibilité de proposer de l'aide extérieure, des auxiliaires de vie sociale, des gardes malades, etc. Et puis au-delà des moyens humains, d'aller chercher des financements pour pouvoir financer, payer du matériel qui ne serait pas remboursé, des médicaments qui ne seraient pas remboursés, pour financer également des personnes, des aides à domicile, ou au moins absorber une partie du coût des aides à domicile. Et encore là, il y a nécessité d'anticiper. Et il faut toujours qu'on ait un plan B, il faut toujours qu'on ait une solution pour le cas où, pour prévoir une solution de répit, justement, pour les malades et pour leurs proches. Là encore, c'est une question très, très délicate et il faut l'aborder tôt. Nous, à Beaune, on dispose de lits identifiés de soins palliatifs sur l'hôpital de Beaune et sur les hôpitaux de proximité de notre secteur, à Sœurs, Arnay, Nuit-Saint-Georges. Parfois, on s'appuie sur
l'unité de soins palliatifs de la Mirandière sur les situations vraiment trop complexes, mais ça ne dépasse pas 4 à 5 patients par an. Mais on a besoin de tout ça. Ensuite, pour vivre la fin de vie chez soi, on a besoin d'un médecin. On a besoin d'un médecin traitant, je dirais même le médecin de famille. Leur intervention en fin de vie, elle est essentielle parce qu'elle s'inscrit tout simplement dans la continuité naturelle de la prise en charge. Et beaucoup de médecins généralistes le vivent comme une forme de responsabilité à l'égard du patient, à l'égard de la famille. Et simplement, ce n'est pas si simple. Hein. Au-delà des qualités qu'on reconnaît au médecin traitant, au-delà de la confiance qu'on a en lui, de ses qualités relationnelles, il existe une attente forte d'un médecin qui soit compétent techniquement, qui soit efficace aussi. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on sait qu'à peu près un médecin généraliste va accompagner 1 à 3 patients de sa patientèle chaque année à domicile dans sa fin de vie. Donc ce n'est pas des situations qu'il a l'habitude de côtoyer au quotidien. En plus, l'accompagnement d'une fin de vie à domicile va supposer une disponibilité exceptionnelle, de la part aussi du médecin. Et souvent, cette disponibilité est difficilement compatible avec le rythme de travail du médecin généraliste, avec le rythme de ses consultations. En zone urbaine, je vais voir, sur Dijon, c'est difficile de trouver des médecins qui se déplacent à domicile, et donc toute la cascade qui va avec. En plus, on a souvent conféré aux médecins généralistes, alors c'est un peu dans les textes qui viennent d'en haut, comme on dit, ce rôle de pivot de la prise en charge de son patient. La réalité, en fait, est un peu différente parce que dans la prise en charge, les patients sont longtemps, en oncologie c'est le cas, par exemple, un peu captifs du système spécialisé. Les oncologues, dans le modèle du cancer, les oncologues vont gérer souvent les patients de A à Z jusqu'au renouvellement d'ordonnances, et ils sont souvent, pendant toute une très longue phase de la maladie, les personnes qui voient le plus le patient. Et le médecin généraliste, parfois, nous disent qu'ils sont un peu mis en marge, n'ont pas les comptes rendus en temps et en heure, ou parfois sont pas ou peu associés aux prises de décision. C'est pourquoi, dès ce stade, nos équipes, nous on pense, et l'équipe mobile en particulier, a un rôle dans ce passage alors on n'aime pas trop le clivage curatif-palliatif, on pense que les soins doivent être beaucoup plus intégrés, mais on a un vrai rôle de coordination entre les différents acteurs. C'est pourquoi notre équipe, l'équipe mobile à Beaune, comme celle de Dijon, comme celle de Haute-Côte d'Or, les équipes mobiles constituent un lien essentiel entre la ville et l'hôpital, d'autant plus quand elles font le choix, comme c'est notre cas, et de manière tout à fait forte, d'avoir une action à la fois intra- et extra-hospitalière, en se calquant sur le parcours du patient. Ça permet le recours technique, du coup, à des services d'hospitalisation à domicile pour aider au plus près les médecins, venir chercher directement l'information auprès du spécialiste, et puis travailler au quotidien en s'appuyant sur les équipes de coordination du domicile, les plateformes, les communautés professionnelles territoriales de santé, par exemple, avec qui on travaille au quotidien. Alors concrètement sur notre territoire, comment on arrive à accompagner nos patients à domicile? Alors d'abord quelques chiffres. On l'a déjà dit, c'est un territoire qui est assez vaste, qui fait 110 000 habitants. On parcourt 100 km d'est en ouest et 50 km du nord au sud. Au milieu de ce territoire, on a le CH de Beaune, les hospices civils de Beaune, sur lequel on a à peu près tout le plateau technique nécessaire, les services de médecine, de chirurgie, d'obstétrique et la filière gériatrique. Autour de ça, 3 hôpitaux qu'on appelait les hôpitaux locaux auparavant. Les hôpitaux de proximité, donc Sœurs, Arnay et Arnay-le-Duc et Nuit-Saint-Georges, qui jouent un rôle essentiel dans cet accompagnement puisqu'ils peuvent accueillir sur des séjours de répit les patients pour lesquels ça devient difficile à la maison, puisqu'ils sont porteurs de lits identifiés de soins palliatifs. On a des partenaires sur le territoire, tous les libéraux de terrain qui sont indispensables, les infirmiers libéraux, les kinés, les médecins, les prestataires de services à la personne. Également le GPSPB, groupement de professionnels de santé du Pays Beaunois, et son équivalent sur le Grand Ouest dijonnais. Pour illustrer un petit peu le quotidien et être rapide, parce qu'on pourrait parler de ce sujet pendant des heures, quelques mots-clés, des verbes clés. Donc le premier serait anticiper.
pourquoi anticiper? Parce que la connaissance du dossier en amont, du dossier du patient, est primordiale si on veut avoir une prise en charge optimale. Ça nous permet d'avoir une connaissance de l'entourage et un repérage des points d'achoppement au domicile et ainsi essayer de trouver des solutions en amont. Ça permet aussi une mise en lien des problématiques et la recherche de solutions avec les différents acteurs possibles que j'ai cités auparavant. Lorsque c'est possible, nous organisons une intervention de l'HAD quelques temps avant la vraie prise de position fatale, entre guillemets. Ça nous permet de connaître la famille, de connaître les lieux et d'appréhender justement toutes les difficultés majeures ou mineures, mais qui sont des difficultés. Échanger, ce sont des réunions qui sont organisées autour des dossiers des patients. Et il y a deux sortes de réunions qui nous permettent justement d'anticiper les dossiers. La première réunion se fait au sein de l'hôpital avec les assistantes sociales, l'hospitalisation à domicile, donc l'HAD, l'équipe mobile de soins palliatifs et la cadre de santé et de médecine qui accueille au sein de l'hôpital de Beaune les lits de soins palliatifs. On échange autour des dossiers, éventuellement de se dire, tiens, peut-être ce patient aura besoin de nous à un moment donné. Le même type de réunion se fait aussi de façon mensuelle avec le GPSPB, donc le groupement des professionnels de santé du Pays Beaunois, qui accompagne beaucoup de personnes à domicile et qui peuvent nous alerter sur des difficultés qui seront liées à une fin de vie proche ou à moyen terme. On a mis en avant aussi réfléchir ensemble et s'étonner. Alors, nos réunions ne sont pas des réunions éthiques, parce que les réunions éthiques sont bien cadrées, c'est très... En revanche, lorsque l'on se réunit, on se questionne beaucoup. Pourquoi cette situation est-elle compliquée? Qu'est-ce qu'on a déjà mis en place? Pourquoi tu as mis ça en place? Pourquoi il n'y a pas tel acteur qui intervient? Donc on se questionne, qu'est-ce qu'on peut proposer en plus? On peut aller jusqu'à envisager de signaler au centre 15, au SMUR, une situation qui pourra être compliquée au domicile. S'ils doivent intervenir, si on a pu écrire au préalable un protocole d'urgence, ça va permettre quand même de réassurer les équipes de terrain, la famille et le patient. Ça, c'est quand on peut anticiper. Beaucoup de prises en charge se font en urgence, dans différents cas de figure. Le premier cas de figure serait un appel des EHPAD ou des médecins traitants qui accompagnent une personne en fin de vie, dans le lieu de vie, donc l'EHPAD ou au domicile. Une fin de vie qui devient difficile parce qu'il y a des douleurs, parce qu'il y a de l'angoisse. C'est vraiment des situations qui peuvent être considérées des situations d'urgence. Donc l'équipe mobile intervient, apporte son expertise en termes de traitement. Et l'HAD vient en soutien pour la mise en place de la thérapeutique proposée afin de permettre à la personne de décéder dans son lieu de vie. L'autre urgence, ça peut être aussi un patient d'EHPAD qui passe aux urgences, qui a besoin de passer aux urgences, qui bénéficie des examens nécessaires à un diagnostic et qui, à ce moment-là, il est posé les choses que ce patient va décéder. Et on propose qu'il puisse le faire dans son environnement familier, qu'il puisse terminer sa vie là où il a vécu ces derniers mois. Alors, l'avantage de ce dispositif, c'est qu'on réassure les équipes sur place d'EHPAD qui, du coup, sont satisfaites d'accompagner cette personne qu'elles connaissent depuis longtemps. Donc, c'est très difficile de se dire, telle personne, on la connaît, elle est décédée en médecine dans un service hospitalier où elle ne connaissait pas les soignants. Donc, ça réassure les soignants et la personne, bien sûr, et la famille. Et aussi, ils sont réassurés au niveau technique, puisque l'HAD apporte une astreinte médicale et paramédicale. On est joignable 24 heures sur 24, y compris le week-end. Donc tout ça permet de ne pas envoyer les personnes dans des lits de MCO, de médecine. Pour terminer, je dirais qu'il nous faut rappeler que la prise en charge des patients, qu'elles soient anticipées ou non, tient compte du souhait de la personne pour sa fin de vie et que c'est le cœur de nos préoccupations. La mission commune de l'équipe mobile et de l'HAD, c'est de répondre autant que faire se peut à la demande, au souhait du patient, qui doit être acteur de sa vie, mais aussi de sa fin de vie. Et le dernier verbe, le dernier mot-clé, c'était s'autoriser. C'est là qu'il arrive, parce qu'on insiste toujours pour que les acteurs s'autorisent à exprimer leurs doutes et leurs difficultés au quotidien.
Et je conclus en disant que vivre sa fin de vie chez soi est un projet de vie qui est discutable et qui est discuté à chaque instant. Nous vous remercions. Merci. Est-ce que des questions se... c'est un débat difficile, hein, forcément. Tomber l'ambiance. Non. Vous avez parlé du vieillissement de la population, effectivement, mais on sait aussi malheureusement que des personnes jeunes décèdent. Est-ce que l'approche est la même pour vous? Est-ce que le champ d'action est le même pour des personnes jeunes et des personnes âgées? Évidemment. Oui. Évidemment, on a des personnes plus d'un certain âge dans notre patientèle, dans les personnes qu'on suit à domicile ou à l'hôpital. On a aussi des gens jeunes. Là, il y a une histoire dans le bien public d'aujourd'hui, une histoire d'une famille qui est toute récente, qui a quelques semaines, d'une jeune femme qui n'avait pas 30 ans, qui est décédée d'un cancer du sein métastatique, dont on s'est occupé, les deux équipes, à domicile jusqu'au bout. C'est un projet, donc on a des enfants parfois à domicile, on est épaulé par les équipes spécialisées du CHU. C'est rare. Et effectivement, on a, je pense, tous les âges. Je ne crois pas qu'on ait une façon différente de s'en occuper. On est là pour accompagner, donc c'est-à-dire essayer de marcher au rythme de... Alors, on imagine des choses, mais on ne veut surtout pas trop imaginer. On veut aller au rythme de nos patients, de ce qu'ils veulent vivre, jusqu'au bout. Accompagner leurs projets grâce à l'HAD et aux différentes HAD sur le territoire. On envoie des patients en vacances, très lourdement équipés, avec des pompes à morphine ou des choses comme ça. Ils partent en vacances avec une autre HAD, ils reviennent. Voilà, on accompagne des vivants jusqu'au bout. Ce n'est pas des mourants. À un moment donné, ils vont être à la fin de leur vie, mais d'abord, c'est des gens qui vivent jusqu'au bout, qui ont des projets, y compris jusqu'à la veille de leur mort. Et on est là, à cet endroit-là, à ce moment-là, avec eux, et pleinement avec eux. Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux, pour nous, c'est pareil. Autre question, s'il vous plaît. Comment vous êtes accompagné dans ces missions particulièrement difficiles? Qui s'occupe de nous? Exactement. Qui s'occupe de vous? C'est vrai, c'est important parce que, en fait, c'est notre quotidien. Donc, on fait une médecine particulière qui vit que des échecs, finalement. On va tous mourir si on voit ça comme ça. C'est très réducteur, évidemment. On s'enrichit tellement des rencontres au quotidien. Et les malades, je dis souvent que les malades qui vont mourir nous aident à vivre. Et dans ce qu'on reçoit au quotidien de tous ces accompagnements, c'est pas triste. Ça peut être très triste, mais on a le droit de pleurer, parce que c'est comme ça. On a des espaces de discussion, d'échange, où on peut venir poser nos valises. On a un superviseur, qui est un psychologue, un psychanalyste, qui vient de Dijon, toutes les 6 semaines, qui vient nous débriefer, en quelque sorte. Et là, on vient poser nos histoires, nos questionnements, les endroits où on n'a pas été d'accord, où on n'a pas été d'accord entre nous, ou avec d'autres équipes avec qui on travaille. Et ça, c'est important pour relire les choses, parce qu'évidemment, c'est des situations qui sont lourdes, qui sont difficiles, qui ont une charge émotionnelle importante, quel que soit l'âge des personnes qu'on accompagne. On rentre chez les gens, particulièrement à domicile, dans la vie des gens, et quand on les suit longtemps, et ce temps long, il est essentiel pour nous, parce que ça nous permet d'appréhender vraiment une histoire. Si on veut bien l'accompagner, il faut... Voilà. Donc, on a tout ça, parfois, sur des patients qu'on a suivis des mois ou des années, à venir déposer, et ça, c'est important. Donc, on a cet espace de supervision qui est absolument indispensable pour pouvoir souffler. Et puis, le fait de travailler tout simplement au quotidien, c'est la force de l'équipe aussi. Je suis seul médecin, certes, c'est peut-être un peu juste certaines fois, ça c'est sûr. Il y a 3 infirmières, il y a 2 psychologues. Entre nous, rien qu'entre nous, on a besoin d'échanger. Le temps du café, c'est pas seulement pour prendre le café, voilà, c'est pour échanger, confronter nos idées et puis s'épauler finalement les uns les autres. On intervient beaucoup en binôme, pas aller tout seul à la rencontre d'un patient comme ça. On n'est pas seul, on est en équipe. Alors, ça, c'est vrai pour l'équipe mobile de soins palliatifs. En revanche, l'équipe d'hospitalisation à domicile ne bénéficie pas pour l'instant de supervision. Donc effectivement, sur des histoires lourdes,
pas forcément compliquées, mais lourdes. Eh bien, je rejoins le temps du café. C'est un moment où tout est déballé, tout est dit. Comme dans les autres services de soins, où il n'y a pas forcément de supervision non plus, mais c'est des temps qui sont improvisés, qui sont informels, où moi, en tant que cadre, eh ben, des fois, je laisse tout sortir. Voilà. Ça fait du bien à tout le monde. C'est un espace réservé, c'est dans le service, personne ne nous entend. Et c'est le moyen aussi d'avancer, puis de prendre le patient suivant en charge et de pouvoir en reparler après. Voilà, l'article d'un journal aujourd'hui, typiquement, a fait un bien fou à l'équipe parce que c'était une vraie reconnaissance. C'était une situation qu'on a accompagnée, qui n'était pas... c'est notre travail, mais voilà, sur certains agents, rarement, mais ça arrive, vont aux obsèques des patients. Donc chacun gère comme il le peut et on partage pas. On y est attentif en tant qu'encadrant. On essaye de repérer les moments où ça devient vraiment tendu. Mais je crois qu'en réservant des espaces où on n'est pas sérieux, ben voilà, on peut l'être après. Merci. Merci. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup dans cette fin de vie chez soi. Est-ce que on a l'assurance d'avoir les mêmes soins de confort à la maison qu'à l'hôpital? Si je pose la question, c'est parce que j'ai des doutes. Alors, la partie soins, du coup, je pense que je vais répondre. J'aurais la prétention de dire oui. Oui, parce que on met en place, on finance la mise en place de tout le matériel nécessaire, déjà. Le lit, le matelas à air, tout ce qui est nécessaire pour que la personne soit confortable. On organise un nombre de passages adaptés aux besoins, que ce soit par l'équipe d'HAD ou par les infirmiers libéraux ou quand il y a des AVS. Enfin voilà, il y a tout un. On collabore avec les SIAD maintenant, donc il y a quand même de nombreux passages. On ajuste les thérapeutiques au jour le jour si c'est nécessaire, même 2 fois dans la journée s'il le faut. Oui, je pense que on a le même type de soins. En revanche, c'est pour ça qu'on s'autorise quelquefois à dire bah là on a atteint nos limites, donc on va peut-être pas aller jusqu'au bout à la maison, et on propose une hospitalisation. Mais des fois c'est une hospitalisation avec un retour après à la maison ou pas, c'est pas grave. De toute façon c'est ce que je dis à la fin, c'est toujours discuter. Typiquement, dernièrement on a un monsieur qu'on accompagnait à la maison, la famille était sûre, enfin tout était, ça nous paraissait évident que tout irait jusqu'au bout à la maison. Eh bien non, la semaine dernière, on l'a hospitalisé sur un lit de médecine à Beaune parce que ça a craqué, parce que c'était plus possible pour plein de raisons. Et il va décéder, pas chez lui, mais il aura été chez lui le plus longtemps possible. Donc ça reste satisfaisant en termes de prise en charge. Donc on n'a pas à la maison plus d'escarres, on n'a pas d'escarres. Enfin voilà, ça veut dire qu'il y a le soin de confort sont assurés comme à l'hôpital. Bonjour. On parle de fin de vie. Il existe parfois des maladies, et je pense notamment aux maladies nosocomiales, qui créent des sepsis à répétition et qui ne sont pas du coup, je dirais, statuées comme pourrait l'être un cancer où on peut évaluer à quelle échéance ou pas peut arriver le décès par sepsis, puisque on sait très bien qu'il y a des bactéries qui sont antibiorésistantes. Et pour autant, il y a des patients qui tiennent. Alors, est-ce que ces types de patients, typiquement, peuvent rentrer dans un protocole de mise en place de fin de vie Vous voyez, parce que là on voit bien que c'est sur des choses, quelque part, pardonnez-moi l'expression, mais assurées. Et pour autant, ces patients-là, ils sont aussi en souffrance de rester à l'hôpital sur de longues périodes. Et ils aimeraient bien rentrer à leur domicile, en plus avec ce risque justement de mourir du sepsis. Sur des cas précis d'infection, l'HAD, un des critères d'HAD, c'est les soins palliatifs, c'est celui
qu'on fait le plus à l'HAD de Beaune, enfin, sur l'année 2018. Par contre, les autres critères, ça peut être l'antibiothérapie à domicile, en effet. Pour déclencher une prise en charge en hospitalisation à domicile, c'est des critères qui sont extrêmement précis, c'est dicté, c'est national, hein, on les a pas. Donc on se réfère à ce document et si la personne rentre dans les critères, oui. En revanche, si l'antibiothérapie ne rentre pas dans les critères de l'hospitalisation à domicile et qu'elle n'est pas déclarée soins palliatifs, ça nous sera plus compliqué, en effet, de la prendre. On ne peut pas faire n'importe quoi, en fait. On ne peut pas prendre tous les patients qu'on nous propose. On est obligé de se référencer au document. Donc je vois de quel type de patient vous voulez parler. Alors là, pour le coup, ça va être du cas par cas. Est-ce que dans ce dossier, et on parle de dossier et de critères, hein, est-ce que dans ce dossier qu'on nous propose, le patient rentre dans les critères dictés par la Haute Autorité de Santé, en fait? Donc oui et non. Très bien, merci. Je voulais savoir si les EHPAD commencent à vraiment accepter que les patients, enfin les résidents, qui sont souvent là depuis longtemps, décèdent à l'EHPAD parce que c'est aussi leur domicile et acceptent que bon, la famille vienne pour aider s'il y a encore de la famille, parce qu'à un moment, ils préféraient transférer à l'hôpital. Et je trouve que ça, c'est triste parce que déjà, les personnes en EHPAD n'y sont pas parce qu'ils sont en bonne santé. Et surtout quand ils ont des problématiques neurologiques et qui sont déjà désorientés, le fait de les emmener des fois pour pas très longtemps, je trouve que souvent en fin de vie, il n'y a plus beaucoup de soins, on va dire, de choses très compliquées et qu'il vaut mieux s'endormir à l'EHPAD avec quelqu'un à côté ou même s'il n'y a pas de famille, plutôt que d'aller à l'hôpital. Alors ce que vous dites, c'est un axe prioritaire d'action sur notre territoire, le Sud-Côte d'Or. Ça répond à ce qu'on entend sur les EHPAD, sur ce que voudrait la ministre. On n'est pas là pour faire plaisir à la ministre, qu'il y ait moins de passages aux urgences, que les résidents restent mieux en EHPAD. Nous, on essaye de faire ça. L'équipe mobile de soins palliatifs à Beaune, elle existe depuis les années 2000. Une circulaire ministérielle, je crois, permet, ou un décret, permet qu'on puisse faire du soin palliatif, les équipes hospitalières, en EHPAD depuis 2011, et l'HAD puisse intervenir en EHPAD depuis 2014. Et nous, depuis ces 5 dernières années, on explose le nombre de prises en charge, dans le bon sens, en EHPAD. Encore ce matin, je suis allé voir en EHPAD un résident qu'on connaissait, qui était passé en médecine à Beaune, qui est sorti en EHPAD, qui s'est dégradé en EHPAD sur une insuffisance rénale terminale, qui est en phase toute terminale, il est dans ses derniers jours de vie. On est allé le voir hier, on a rencontré son épouse, on a rencontré sa fille, il y avait des symptômes gênants. On pensait que ça serait calme, et aujourd'hui, ce matin, ces symptômes requéraient la mise en place de pompes, de produits qui passent tout le temps par voie sous-cutanée en continu, ce qui n'était pas possible en EHPAD quand il n'y a pas d'infirmière la nuit, on est d'accord, en théorie. L'HAD, j'ai appelé l'HAD, 1 heure après, j'avais ma PCA qui était mise en place chez ce patient, dans l'EHPAD, alors c'était à côté de Beaune, mais voilà, 1 heure après, mais on le fait. Et on se bat pour faire ça, parce qu'il y a une astreinte, et des patients qui sont aux urgences, si on nous les signale quand je suis d'astreinte, etc., on essaye de les faire sortir pour qu'ils retournent en EHPAD avec l'HAD, pour qu'ils meurent en EHPAD, parce que comme vous le dites, c'est leur lieu de vie, de fin de vie, et c'est là où ils y rentrent, c'est leur dernier lieu de vie. Et nous, on se bat pour ça, parce que l'hôpital, de toute façon, n'aura pas, on réduit les lits, on veut faire de l'ambulatoire, faire sortir les gens plus vite. Et c'est bien dans ce sens-là, que les gens puissent mourir chez eux, y compris en EHPAD. Et là, on a tous les moyens, tous les outils, grâce à l'HAD, grâce à l'équipe qui se déplace. On a 1500 lits d'EHPAD sur tout notre territoire, que ce soit des hospices ou pas des hospices. Et on est conventionné, nous, on va dans 17 EHPAD sur tout notre territoire, tout le territoire que vous a décrit Chantal. Voilà, en lien avec les médecins traitants, et on peut le faire. Pas simple tous les jours, mais on le fait. Il n'y a pas de médecin, mais si on a... Alors, le maître mot, c'est toujours l'anticipation, que ce soit domicile-domicile ou domicile-EHPAD. Si on ne nous signale pas une situation, ou si la famille, parce que parfois je dis aux familles, appelez-nous, pas besoin que ce soit un soignant qui appelle l'équipe mobile de soins palliatifs,
les coordonnées, on a vu dans le BP, et même les coordonnées des EMSP sur toute la Côte d'Or. Appelez les équipes mobiles, vous les familles, en disant je m'inquiète. Parfois, pour faire bouger, c'est comme ça, on sait, et faites-le. Pour faire bouger un peu les médecins qui n'ont pas voulu, qui ont peur, ça arrive, je jette la pierre à personne, mais inquiétez-vous, sollicitez-nous, et puis on ira rencontrer les résidents de l'EHPAD, on ira rencontrer les médecins, les équipes, et on proposera autre chose. Merci. Ah, non. Une autre. Non. Bonsoir, moi j'apporte un témoignage. Je suis infirmière en EHPAD et donc on tape beaucoup sur les EHPAD en ce moment. Mais dans l'EHPAD où je travaille et dans d'autres où j'ai travaillé, à chaque fois que quelqu'un est étiqueté en fin de vie, on met systématiquement un matelas à air. On déclenche nos procédures à nous qui sont la feuille d'alimentation, la feuille de soins de bouche, la feuille d'hydratation. Et le souci que nous, on a, en tant qu'infirmière en EHPAD, c'est qu'on a beaucoup de mal à joindre le médecin traitant et que quand on demande des fois l'intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs, celle-ci ne répond pas très rapidement, je dirais. Voilà. Donc nous, c'est... Pardon ? Pas sur notre secteur. Dans votre secteur où j'ai travaillé, effectivement, vous répondez plus rapidement qu'un autre secteur. Voilà. Mais pour dire aussi que en EHPAD, nous, les infirmières et les aides-soignantes, pour nous, c'est très important que le résident décède, entre guillemets, dans nos mains, parce que ça nous permet de finaliser tout ce qu'on a fait pendant des années auprès de lui. Et notre, je ne peux pas dire notre désespoir, mais ce qui nous embête, c'est quand on sait que quelqu'un est parti aux urgences suite à une chute, par exemple, comme ça s'est produit dernièrement, qui se retrouve à l'hôpital parce qu'il a besoin d'une intervention suite à une fracture du col du fémur, entre autres, et que la personne décède à l'hôpital. Et ça, on le vit et ça nous attriste fortement. Voilà, nous, on se bagarre avec vous et vos témoignages se rejoignent. Et on sait bien combien les équipes sont dévouées et font le maximum. Et souvent sont limitées. C'est un crève-cœur d'appeler le 15, la nuit ou le week-end parce qu'on n'a pas de médecin ou parce que c'est la nuit, il n'y a pas d'infirmière. Et si on n'a pas anticipé, moi, pour faire de la médecine d'urgence pendant 15 ans avant de faire des soins palliatifs, j'allais dans les EHPAD la nuit ou le week-end. C'est compliqué de prendre des décisions, de dire non, je ne ramène pas le patient aux urgences. On va faire en sorte qu'il puisse mourir peut-être là où il est, mais il faut prendre des décisions et c'est pas simple. Et c'est toujours un crève-cœur pour les équipes qui s'en occupent pendant des années, qui les connaissent par cœur, que ce dernier moment, ils surviennent aux urgences, dans un couloir anonyme, au milieu de plein de monde, c'est juste impensable. Nous, on se bagarre pour ça au quotidien. Alors, voilà, ça fait 5 ans qu'on met en place quelque chose ici sur le territoire de Sud-Côte d'Or. Toutes les équipes voudraient faire pareil, hein, mais après, c'est pas pareil. Hein, sur l'équipe à Dijon, nous, on a un bassin de population de 110 000 habitants. Sur l'équipe mobile de la Mirandière, ils ont 3 fois plus, ils ont peut-être le même territoire à couvrir pour 3 fois plus de population. Et ils n'ont pas 3 fois plus de moyens dans leur équipe, malheureusement. Donc c'est un problème aussi de... Oui, non, mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a des limites partout. Et ouais. Et qu'on essaye de faire notre travail tout le monde, ouais. On est bien d'accord. Voilà. Ah ouais, mais alors, le but, c'est surtout pas de taper sur les EHPAD, chacun fait. Et nous, on est là pour vous aider parce que, enfin, on est du côté des patients, des résidents, des gens là où ils veulent mourir. On est là pour vous aider. Enfin, on essaye d'appuyer là-dessus et de demander des moyens pour ça, à vos côtés. C'était un témoignage. Merci de nous l'avoir apporté. Merci à vous.